donc alors t'as quitté les hippies, François, et alors qu'est-ce qui t'est arrivé après t'as quitté San Francisco, t'es allé où? Bah non, la première des choses, je me suis coupé les cheveux, hein, parce que là c'était fini, on rentre dans le rang. Et tous les hippies sont partis, moi je déchante derrière Ashbury et je prends un bottin téléphonique et je cherche les noms alsaciens. Hein, je me suis dit, peut-être que là j'ai tombé sur un Alsacien. Ah ouais. Et je suis tombé sur un Debes. Qui était Debes. Écoute, je connaissais, j'avais un, je sais plus pourquoi, mais je connaissais un Debes, tu vois. Et donc je lui téléphone et je lui explique et tout. Et il me dit, en alsacien, parce qu'il parlait pas le français, il parlait carrément et puis en plus ça leur fait plaisir de parler l'alsacien quand ils sont à l'étranger. À San Francisco, tu as trouvé un alsacien. Voilà, j'ai trouvé un vieil alsacien qui était chef en plus, qui était cuisinier et qui s'était recyclé dans une usine, une petite usine, il faisait des plats. Un peu comme Sodexo, voilà. Des plats pour et les tu penses pas si bien dire, il a vachement bien réussi. Ça s'appelait Astrofood. Et maintenant c'est un gros truc Astrofood. Hein. Ça marche. Oui, c'est là-bas. Mais à l'époque, on était au premier étage, la marqueterie, dans un petit truc, un petit atelier, il avait un machin. Il me monte des ateliers, il prenait des photos des plats, tout ça. Et il était surtout, son fonds de commerce, il faisait des pommes de terre pour les United Airlines. Des pommes de terre congelées, genre petite pomme dauphine ou pomme, voilà, il faisait ça. Et pour les plats dans les avions. Pour les avions, ouais. Et alors il me dit, écoute, moi je te prends, allez tu viens, voilà. Et il t'a embauché comme ça? Il m'a embauché comme ça. Alors ça c'est vraiment une exception, parce qu'aux États-Unis, pour trouver un type qui t'embauche sans que tu aies les papiers et tout, c'est tout. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, on était à une chaîne et il y avait que des immigrants. Tu avais un Chinois qui parlait pas un mot d'anglais, tu avais un Mexicain, enfin on était tous, voilà, il n'y a aucun qui pouvait parler avec l'autre. On était à cette chaîne. Ça travaille plus vite et du coup, il n'y a pas de problème de syndicat, de rien, et puis ça y allait. Et alors moi je préparais la base, tu vois, alors c'était 2 sacs de pommes de terre, un sac d'œufs, un sac d'épices, un sac, enfin tout voilà. Mélanger tout ça, et ça passait par une machine qui mélangeait, qui faisait les moules, ça passait par les œufs, la chapelure, etc. Ça ressortait, ça passait par un truc congélateur, de congélation très fort, tu vois, dans des boîtes, et ça, voilà. Et c'était marrant parce que c'était vraiment du boulot d'usine, tu vois. Sauf que je me rappelle, il y avait le Chinois au bout. À un moment donné, je le vois, il fait je sais pas, moi je continue. Et quand j'ai vu arriver les pommes de terre avec les morceaux de verre dessus, tu vois, il avait perdu ses lunettes, les lunettes étaient passées dans la machine, il gueulait, mais comme personne ne comprenait, la pomme de terre continuait, puis quand j'ai vu passer les pommes de terre avec les morceaux de verre dessus, j'ai dit oh là, il y a un problème. Et on a arrêté la machine. Bref, c'était mon premier, si tu veux, vrai boulot. Et vous en faisiez beaucoup là par jour Ah oui, on sortait pas mal. Oui, c'était une grosse production. Hein. Et à ce moment-là, je rencontre ce Français, un peu dandy, qui faisait des études à Berkeley et tout, et qui dit mais viens, on est une petite communauté de Français, chez ma sœur, à tel et tel endroit. C'est bien ça. Et donc, je me retrouve à ce 18 186 Bush Street, cette maison. Premier étage, il y avait donc sa sœur, qui en fait faisait la prostituée. Lui, il faisait semblant de ne pas le savoir. Pour éviter que ça... Voilà, pour se donner bonne conscience. Et elle était contente d'avoir des Français autour d'elle. Et donc elle hébergeait 2-3 Français, dont un était dans IBM, et lui il avait un boulot, mais comme il était tellement radin, il était content de se faire héberger à l'œil. Moi j'avais pas de sous, donc j'ai pas dit non quand ils m'ont demandé de venir. Ils ont dit qu'ils avaient une chambre, enfin une place pour eux. Donc on s'est retrouvés, on était à 2-3, il y en avait un autre Français qui lui voyageait beaucoup. Il partait pour 6 mois sur les bateaux, il revenait, c'était à nouveau la fête, il nous racontait ses histoires, on était tous
devant lui parce qu'il nous racontait des histoires dans les îles et tout. Et elle, en fait, elle était contente d'avoir des mecs à la maison. Et elle parlait bien français parce que c'était une Française. Ah, c'était une Française qui avait épousé un Américain après la guerre. Ouais. Elle est revenue en Amérique en se disant la belle vie, elle était bien en plus, hein, une bonne famille et tout, sauf que le mec il a largué, elle s'est retrouvée toute seule. Donc elle a fait la prostituée donc elle a fait pour survivre quoi en fait. Donc de son propre chef. De son propre chef, non, elle n'était pas marquée. Et donc par conséquent, elle était contente d'avoir un petit groupe de Français autour d'elle, tu vois, au cas où. Et nous, on passait des soirées à manger camembert, à boire du vin, à rigoler et tout. Et quand il y avait un client qui passait, on se faisait petit, tu vois. D'ailleurs, elle a perdu un ou deux clients parce que quand les clients nous ont entendu rigoler dans la pièce à côté, il y a des mecs qui sont partis avec les pantalons sur les genoux, hein, parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais bon, donc on avait passé. Premier état en bas, au rez-de-chaussée, il y avait une jeune noire, très belle, une jeune qui avait déjà un petit bébé, qui vivait avec un noir qui lui était énorme. Je crois que tu connais un peu la suite de l'histoire. Elle aura un rôle à jouer là-dedans. Bon, on verra ça après, quoi. Et au premier étage, il y avait donc l'étage au-dessus de nous, il y avait un couple d'homosexuels. Sympa, peace and love, super. Sauf quand ils ont des histoires de ménage, et alors là, ça bat. Là, ça bat. Ouais. Et l'étage tout en haut, il y avait une superbe nana. Alors un canon qui était extraordinaire. On essayait, on essayait de draguer. Et elle avait comme roommate une petite hawaïenne. Nous, on ne voyait pas la hawaïenne, tu vois. On voyait que cette superbe créature et tout. Et un jour que je voulais aller draguer cette superbe créature, j'ai pris un râteau parce qu'elle est partie avec un mec qui est un dealer qui avait plein de pognon. Ça marche mieux. Et je me suis retrouvé avec Jerry, la hawaïenne, à me consoler sur un café, elle était gentille, elle se mixait et tout. Puis finalement, je suis tombé amoureux. Je suis vraiment tombé amoureux de cette. Ça a été. On ne s'attendait pas et au final. Ah ouais, elle était discrète, gentille et tout. Bref. Un mois après ou 2 mois après, j'ai emménagé au 3e étage, là-haut avec Jerry. Ouais. Parce que l'autre était parti avec son macro, truc. D'ailleurs, elle a mal fini. Je l'ai rencontrée quelques années après, un soir, dans un bar minable. Elle faisait la prostituée et tout. Elle était shootée, se droguait, elle était vraiment à débris. Écoute, incroyable. J'en revenais pas. Quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut finir comme ça tu te rends compte que tu vas mourir tu as encore 1 an ou 2 de vivre si tu continues comme ça. Et c'est pas ce qu'elle me dit. Elle dit, je préfère encore vivre 2 ans comme ça que de vivre 20 ans comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Hein? Écoute, enfin bref. C'était sa façon de voir les choses. Bref, on avait donc, j'avais ce pied-à-terre, donc j'ai des trucs. Je travaillais chez ce Debus, fait pommes de terre, la vie commençait à être sympa, tu vois. Jusqu'au jour où, coup de fil chez Debus, l'émigration, il paraît que vous avez un mec qui... c'est chiant parce que tout va bien et puis tout d'un coup il y a toujours un truc qui fait que... Ça à chaque fois, tu vois, c'est-à-dire la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est bien, ça fait pression un peu. Il y a des chutes, tu vois. Et là j'ai dit, bon, là il m'a dit, écoute, désolé, mais là il peut pas, là je peux pas, voilà, il faut que tu arrêtes, il faut que tu... Donc j'ai arrêté. Et j'ai cherché un boulot, et j'ai trouvé un boulot comme plongeur dans un restaurant qui faisait les petits déjeuners et le midi, il faisait que ça, donc le matin. Donc il fallait se lever à 5 h du matin, traverser la ville pour aller à mon boulot. Cette traversée de la ville, écoute, c'est comme dans les films de science-fiction, tu sais, quand la ville morte, tu sais, tu marches, tu entends tes pas qui résonnent entre les buildings. À 5 h du matin, il n'y a rien. 5-6 h du matin, il n'y a rien. D'accord. Et à un moment donné, sur ce trajet, j'en avais quand même pour un bon trajet, j'avais une halte qui était au Farrell Street, je crois, enfin un coin, il y avait un genre de café, tu vois,
où toutes les dames qui travaillaient la nuit se retrouvaient forcément. C'est après le boulot. Et donc moi j'arrêtais pour prendre un café, un petit truc, et au bout d'un moment je les connaissais toutes. Et quand j'arrivais c'était hey Frenchy. Écoute, elles étaient sympas, puis on était dans la même galère, tu vois, donc, franchement, elles étaient vraiment sympas, il y a beaucoup de, toutes les races étaient là, tu vois, toutes les races confondues étaient là, elles étaient, tous les styles, bon, il y avait aussi de temps en temps les Macs qui passaient, tu vois, genre les mecs avec les grands chapeaux à feutre, tu vois, et puis et tout. Mais bon, elles étaient pas. Enfin, l'impression que j'avais, tu vois, c'est qu'elles n'étaient pas malheureuses, tu vois, et qu'en fait les Macs, c'est parce qu'elles le voulaient bien, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est une protection. Et les mecs, ils n'avaient pas grand chose à dire. Quand ils venaient, les mecs commençaient un peu trop à ouvrir leur gueule, elles les envoyaient balader, tu vois. Donc, c'était pas si restrictif. C'était assez. Et puis moi je bossais dans cet endroit comme plongeur, et c'était un cuisinier irlandais qui faisait la cuisine. Et sa spécialité c'était un Irish stew. Je te dis pas, c'était limite. Hein. Ouais. Et quand le mec, il a su que j'étais cuisinier, il a demandé au patron si je pouvais pas le remplacer pendant que lui il allait en vacances. Parce que là-bas, les vacances, c'était quand tu trouvais quelqu'un pour te remplacer, tu vois. C'était pas d'office. Et donc, le gars, il me voit, il me dit, you think... je dis oui, il me montre ce qu'il fait, tu vois, moi je fais comme il fait. Je ne veux pas changer son style de cuisine. Et alors là, il m'a montré, je te dis pas, là aussi c'était rock'n'roll. Hein. C'était une boîte de ça, 2 boîtes de ça, 3 boîtes de ça, tout ça dans un gros faitout, tu vois, des morceaux de viande. Franchement, je ne savais pas d'où elle venait cette viande, tu vois. C'était une viande, je ne sais pas si c'était un bison ou un bœuf ou un morceau, et de quel coin de la bête non plus, tu vois. C'est vraiment un gros morceau, on coupait, on mettait ça là-dedans, ça bouillait, oh là là. Et c'était un grand restaurant, enfin c'est un restaurant. Non, tu parles. C'était un bubi. C'était un peu un bubi, tu vois, c'était un peu ce qu'ils appellent un lunch pour midi, tu vois. Ils mangeaient en une demi-heure, donc il fallait que ça débite. Donc c'est la cuisine en gros, il y a un plat du jour. Et il y avait un noir qui travaillait dans le truc, là. Je t'appelais ce midi, il avait une grosse balafre comme ça. Il était toute la journée accroché à son téléphone, à sa radio, parce qu'il suivait le baseball, tu vois, tout en travaillant. Tu vois. Et chaque fois qu'il passait devant la marmite, tu vois, il se sentait, il disait really looking good. Je dis, c'est bon, tu vois, c'est vraiment bon. Je dis, mon pauvre ami, si t'avais goûté, c'était vraiment, franchement, c'était limite, hein, comme truc. Et puis quand le gars il est revenu, le patron voulait me remplacer, son chef voulait que je prenne sa place, tu vois. Et moi je dis non, mais non, moi je voulais pas... pas que ça dure aussi longtemps. Oui, et puis bon, c'était pas du tout ma cuisine, puis bon, c'était pas du tout mon c'est comme si tu lui piquais son boulot. Et puis en plus je lui piquais son boulot, et puis en plus comme il valait mieux pas trop faire de vagues, parce que j'avais l'immigration, et tu sais que je me retrouvais, il fallait que je me plante avec l'immigration. Justement, quand tu es passé du premier boulot à la plonge, tu as quand même réussi à trouver un autre boulot malgré que l'immigration te courait après en fait. Oui. C'est juste que tu essayais de te retrouver ça. Mais là, il fallait planquer, quoi, je veux dire. Donc en fait, c'était tout ça, c'est comme les mecs en ce moment, tu vois, ils trouvent des boulots plongeurs de machin, on les paye comme ça, et puis voilà, ils se débrouillent, hein, je veux dire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, tu as une grosse quantité de personnes qui travaillent au noir, tu vois. Mais alors c'est un peu ambigu parce qu'ils savent, l'émigration sait qui travaille en noir. Tu fais une déclaration, tu payes tes impôts. Soi-disant, cette déclaration n'est pas vue par l'immigration. C'est 2 services différents. Donc tu as une carte de sécurité sociale, tu as ton numéro, tu payes, tu vois, mais tu n'es pas, officiellement, tu n'es pas... Donc tu n'es pas autorisé à travailler, mais tu payes quand même des impôts. Voilà. Comme ça, tout le monde, voilà. Bon, c'est un échange de bons procédés, on va dire. Je crois que le problème est ça. Résultat, les mecs qui bossent illégalement, ils se tiennent à carreau. Ils savent qu'ils peuvent les virer à n'importe quel moment.
Ouais, donc il faut pas faire de foin. Donc tout, Pas voilà. d'engueulade, Voilà. machin. Tu sais, j'avais vu après, une fois, quand j'étais chez Michel, j'avais vu en plein service, il y avait 2 mecs de l'immigration, ils arrivent en plein service, ils traversent la salle, ils arrivent en cuisine. Et il arrive vite, hein, parce que... Il y a le plongeur, il lui montait tout, il n'avait pas, comme il était habillé, ils n'ont même pas donné le temps de changer, comme il était habillé, ils l'ont mis dans la bagnole, l'ont envoyé à l'aéroport, premier avion qui partait dans le pays. Il est parti directement. Ah oui, nous on avait, là, on avait toujours nos papiers avec nous, notre argent, nous tout juste au cas où on devait se barrer. On s'attendait à ce qu'à n'importe quel moment on pouvait se faire virer. Donc on restait à Cahors. Pas nous qui allions manifester. Il fallait pas changer de boulot régulièrement pour éviter justement l'immigration. Il fallait mettre le profil bas. Tu vois. Et alors moi j'étais heureux. A priori, après, ça reprenait bien, j'étais avec ma copine, la moyenne, là, qui avait appris comment s'occuper d'un homme, tu sais, quand on rentre le soir, la baignoire qui est à la bonne température, les bougies, les massages, c'était vraiment bon. La femme s'occupe de l'homme, c'est vraiment l'époque. C'était l'époque. Et puis là, on a commencé, et là, l'émigration m'est tombée dessus quand même. Tu vois. Et alors on arrive à l'histoire prochaine. L'émigration. L'émigration. Ok, on va voir ça alors. Hein, on va voir la suite. Bon, si vous avez des questions à me poser, pour l'époque, des choses sur lesquelles vous voulez revenir, quoi que ce soit, vous me posez la question. Je vous essaierai de vous répondre.